Qu'est-ce que j'apprends, On y va Francky? Espèce de Mais manette. qu'est-ce que vous racontez? Allez, Il y a il des est propos 16. intolérables où il n'y a pas de tolérance. Vraiment. C'est donc pas que c'est pas bien. Pas bien D'être d'être raciste. C'est pas que c'est mal. On ne doit pas faire de discrimination raciale. C'est mal. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de peau, sur leur origine sociale ou sur leur nationalité, c'est mal. Et puis, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. C'est bon, je peux y aller ou vous? Vas-y. Maintenant, casse-toi. Julien. Arrête de faire l'enfant dissipé. T'as l'air un peu énergique. J'espère que ça servira dans ta chronique. Oui. Bon. Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Bonjour à tous et bienvenue dans l'école des facs. Bonjour. Voilà. Bonjour. Et franchement, j'animerai plus d'épisodes après celui-là parce que vu votre accueil chaleureux. Alors, Je pensais suis que nous comme étions en milieu de d'habitude- phrase. Je suis comme d'habitude en présence de Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir. Sous X, Salut à toutes et à tous, bonsoir. Kepra, Bonjour, bonsoir. Julien Bonsoir, cher Audrey. et pas Emric. Bonsoir. Bonsoir, Emric. Bonsoir, Grumly. Il s'absente pour cet épisode, mais j'espère qu'il reviendra pour les prochains très vite. J'espère qu'il aura un mot surtout. Un mot d'absence. Et ben, son attestation. on lui demandera. Alors, on enregistre cet épisode toujours comme d'habitude à distance, dans ce contexte un petit peu particulier qui fait qu'on enregistre en plein confinement. Mais bon, on le vit plus ou moins bien, tous chacun de notre côté, plus ou moins de changements dans nos vies habituelles. Hein, j'ai l'impression que pour la plupart ça va quand même pas trop mal. Non, c'est affreux. Surtout pour Kepra. mais heureusement, on a Simon et Julien qui nous ont préparé des sujets de toute beauté. Et d'ailleurs, c'est Simon qui va commencer par nous parler de hacking ce soir. Oui, je vais vous parler de hacking, parce que voilà un sujet qui a toujours fait rêver les spectateurs dans les cinémas, avec des films incroyables comme Traque sur Internet, Opération Espadon, Hackers, et bien sûr Hackers. Matrix. Ouais, Avec la meilleure scène de fellation de l'histoire du cinéma. Putain, D'ailleurs. ça commence. La tendance est C'est vrai. d'imaginer les hackers comme des ordinateurs biologiques capables de décoder des instructions machines à la volée, tout en utilisant des interfaces futuristes improbables. Vous savez, ces magnifiques interfaces avec les mains dans les airs qu'on pouvait voir dans Minority Report. Mais même la plus récente et excellente série Mr. Robot n'a pas arrangé les choses. On a toujours cette impression que les hackers sont des personnes avec des pouvoirs incroyables. Mais si nous revenions pour commencer à une définition simple de ce qu'est le hacking. Alors pour répondre à cette question, je me suis lancé dans une longue investigation, j'ai presque envie de dire journalistique, qui m'a donc directement mené à la page Wikipédia dédiée. Et donc le hacking peut s'apparenter au piratage informatique. Dans ce cas, c'est une pratique visant à un échange discret d'informations illégales ou personnelles. Cette pratique établie par les hackers apparaît avec les premiers ordinateurs domestiques. Le hacking peut se définir également comme un ensemble de techniques permettant d'exploiter les failles et vulnérabilités d'un élément ou d'un groupe d'éléments matériels ou humains. Et c'est cette dernière partie qui va m'intéresser un petit peu plus ce soir. Parce que cette définition de cette chose qui nous a fait rêver, est-ce qu'elle est vraiment à la hauteur en fait ? Ce qui m'a poussé à réaliser cette chronique, c'est une news d'il y a déjà quelques semaines concernant un artiste berlinois qui aurait simulé un faux embouteillage sur Google Maps et forcé le système à rediriger l'intégralité de ses utilisateurs sur un itinéraire bis en réunissant simplement 99 smartphones avec Google Maps ouvert, entassés dans un petit chariot, laissant à penser pour l'algorithme de Google que de nombreux véhicules étaient immobilisés à ce croisement.
Je vous ajouterai bien entendu des liens dans la description de l'épisode. Si notre Berlinois est un artiste qui a réalisé cet embouteillage sur le ton de la boutade, on peut voir que nous rentrons dans la définition du hacking, exploitation de failles et vulnérabilité. D'ailleurs, il n'est pas le premier à penser à ce genre de détournement. Des riverains ont déjà pratiqué un bombardement de fausses déclarations d'accidents ou travaux dans leur rue sur Oise, et ce afin d'éviter un trafic important et d'assurer leur quiétude. Dès lors, on a tendance à nommer ce type de hacking du low-tech hacking, ce qui signifie donc qu'on n'a pas forcément besoin d'un gros besoin en technologie ou en connaissances en informatique pour pouvoir les réaliser. D'ailleurs, la faille ne se trouve pas toujours dans la machine ou dans son code, elle se situe parfois aussi dans l'interface chaise-clavier. Oui, c'est bien de nous pauvres êtres humains faillibles que je suis en train de parler. Tout le scam et autres arnaques que nous recevons par email sont également du low-tech hacking, mettant en défaut nos propres faiblesses de crédulité, peur ou appât du gain. Kevin Mitnick, qui fut longtemps un des pirates informatiques les plus célèbres, ne tarit pas de citations sur la faille que nous représentons dans son livre « L'art de la supercherie ». Mais le hack, ça peut aussi être détourner l'usage d'un objet pour en faire autre chose, comme l'excellent site IKEA Hackers, qui propose des usages incroyables de tout ce que vous pouvez trouver chez IKEA. D'ailleurs, si vous faites une recherche rapide sur votre moteur de recherche favori, vous remarquerez rapidement qu'en recherchant le terme Life Hacks, vous allez trouver des dizaines, voire centaines d'astuces à l'utilité variable. Même si j'en mets rarement à exécution, je reste fasciné par l'ingéniosité de certaines personnes. Mais toute cette chronique, soyons honnêtes, n'avait qu'un but. J'ai envie d'entendre vos meilleurs exemples de low-tech hack, que ce soit nos auditeurs dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, ou vous autres écolières et écoliers de l'école des facs. Ébobissez-moi, parce qu'en cette période de confinement, chacun isolé chez nous, on a besoin un petit peu de rêver, et je pense que ouvrir un site comme Life Hacks ou IKEA Hacks et trouver quel va être le bricolage que vous allez réaliser dès que vous allez pouvoir courir, faire vos emplettes à la fin du confinement, est une chouette façon de pouvoir s'évader dans ces moments difficiles. Merci Simon pour ta chronique. Les autres, est-ce que vous avez des exemples, comme demandait Simon, de low-tech hack ? Et est-ce que vous connaissiez tout ça déjà Kepra, toi qui as fait le tour du monde des tendances du YouTube, je pense que tu as vu beaucoup de hacks. Ah, j'en ai vu plein, non mais je vais parler de choses plus personnelles que j'ai sous les yeux à l'instant précis, vu que c'est même sans aller sur IKEA, Hackers, etc. Quand j'ai voulu me faire un bureau, j'ai cherché les solutions pour avoir quelque chose d'assez grand, d'assez pratique, etc. Et en fait, c'est très compliqué parce que dès que tu veux du bois un peu massif, ça coûte cher. Dès que tu veux même une planche assez longue, c'est cher. Et je me suis pris un plan de travail de 2,80 m de large de chez Ikea. Et pour les pieds, j'en avais testé plusieurs types, mais même pour 2,80 m de large, tu arrives vite aux limites quand même des pieds, parce qu'il faut vite avoir un troisième, voire un quatrième pied au milieu de la table pour que ça s'effondre pas. Et en fait, j'ai mis des meubles de chaque côté. Donc j'ai des meubles de 1 mètre de large de chaque côté de mon plan de travail, et tout ça soutient mon plan de travail de cuisine, mes 2 écrans, mon ordinateur, mon caisson de basse, et tout est sur ces 2,80 m de matériel. Et ça m'est revenu à 150 ou 200 €, alors on sait qu'un bureau ça coûte vite assez cher. Et petit hack, là où je rentre dans une personnalisation de mon imagination, je me suis dit j'ai un tiroir, je dis pas que je l'ai inventé, parce qu'on n'a jamais rien inventé, mais j'ai des tiroirs sur un côté, et je me suis dit que je voudrais avoir des prises accessibles directement, et donc j'ai directement j'ai fait un trou à l'arrière d'un tiroir. Et j'ai fait passer une multiprise avec le branchement extérieur, et donc j'ai une multiprise directement dans un tiroir. Donc je tire mon tiroir, j'ai des choses qui sont branchées, les chargeurs de batterie d'appareil photo, chargeurs USB, etc. Et donc j'ai tout ça qui est directement dans le tiroir. Et mon autre hack qui est baptisé la technique Strauss-Kahn. Je sais pas si vous connaissez la technique Strauss-Kahn quand il s'agit de vêtements. Moi je trouve qu'elle fonctionne bien pour mes chemises en tout cas. Après pour plus lourd que des chemises, je ne sais pas, mais la technique Strauss-Kahn, c'est quand vous n'avez pas le temps,
que vous êtes en déplacement, que vous n'avez pas le temps d'aller au pressing, vous pouvez très bien faire couler, c'est pas du tout écolo, hein, mais vous pouvez faire couler la douche. Vous pouvez faire passer une chemise pour 300 litres d'eau chaude. Je l'ai fait une fois, ça a marché. J'étais content de connaître la technique Strauss-Kahn. J'avais une chemise qui était totalement froissée. J'ai fait couler l'eau très chaude dans l'hôtel dans lequel je séjournais, et c'est de la faute de l'hôtel. Il ne fournissait pas de fer à repasser. Donc je ne pouvais pas repasser ma chemise, et en laissant la douche s'écouler avec une eau bouillante pendant 10, 15, 20 minutes, j'ai récupéré ma chemise qui était prête à utiliser. En tout cas, une fois passée la nuit, après c'était parfaitement lisse et totalement présentable pour mes réunions du lendemain. J'espère qu'ils changeaient les serviettes à chaque fois, en tout cas dans cet hôtel. Alors je ne vois pas le rapport avec les serviettes, parce que c'est vraiment en tout cas juste la vapeur d'eau, hein, qui fait l'effet, et la température ambiante qui permet d'assouplir le textile. Et l'humidité aussi. Pratique. Tout à fait, l'humidité. C'est pas toi qui avais fait une chronique récemment sur le fait qu'il gâchait dans... Tout à fait. Quand même. Il oublie ses propres chroniques. Non, oh là là. Oui, non, tout à fait. Donc Bob le bricoleur n'a qu'à bien se tenir, c'est ça Kepra. C'est magnifique, toutes ces petites adaptations. Non, mais ils devraient même vendre, pour Ikea, ils devraient même vendre les bureaux en disant prenez 2 de nos meubles comme ça, mettez une planche. Mais il y avait eu le débat d'ailleurs avec avec Ikea Hacker, parce que Ikea avait fait fermer initialement le site en disant que ça ne respectait pas les droits d'auteur. Ils utilisaient la marque, la marque Ikea, ils n'avaient pas le droit de le faire, etc. Donc ils avaient fait fermer le site, et après de multiples échanges avec les gestionnaires de ce site, ils étaient revenus sur leur décision, comprenant que ça risquait d'être plus nuisible à leur image qu'autre chose. Je trouve ça fou qu'ils aient voulu un peu intenter un procès ou dire que c'était pas bien de faire ça, parce que clairement ça me fait penser aussi à Lego, qui a beaucoup de communautés de fans pour faire des constructions complètement hors propos vis-à-vis des packs Lego déjà préfaits, qui au contraire soutient beaucoup les créateurs et aime beaucoup que ça leur fait de la pub gratuite, quoi, du contenu populaire créé par les utilisateurs pour les utilisateurs. Enfin, Ikea aurait dû sauter dessus. C'était bête de leur part de réagir comme ça, je trouve. Et le niveau hack comme ça, en low-tech hack, je n'ai pas vraiment abordé dans la chronique, mais tu as pas mal de choses que tu peux faire aujourd'hui avec tous les systèmes comme IFTTT, qui te permettent de programmer des interactions entre différents logiciels, différents réseaux sociaux, qui vont te permettre d'automatiquement envoyer un SMS quand quelque chose se termine chez toi. Enfin, tu peux automatiser vraiment beaucoup de choses avec très peu de moyens maintenant, et je trouve qu'on utilise encore assez peu ce genre de choses au niveau du grand public, et je trouve ça un petit peu étrange. Que ça n'ait pas encore eu plus de succès que ça, en fait. Oui, mais j'utilisais ça à un moment, mais j'ai vite arrêté parce que ça ne servait, en tout cas dans mon cas personnel, ça ne me servait pas réellement, mais c'était quand je quittais le bureau, donc il détectait la géolocalisation, etc. Et quand je quittais le bureau, ça envoyait un SMS disant à ma moitié je pars du bureau, j'arrive d'ici 20 minutes. Voilà. Et ça devait flinguer ta batterie. J'avais un téléphone qui avait une bonne batterie, donc je crois que ça ne m'empêchait pas de tenir la journée. Ok. Parce que quand Apple a sorti cette fonctionnalité sur je sais plus quelle version d'iOS, en gros tu pouvais déclencher des rappels ou pas forcément des actions je crois, mais des rappels en fonction de ta position géographique. Ça te détruisait l'autonomie de ton téléphone. Vraiment, ça n'a pas bien rien géré au début. Et maintenant, tu as beaucoup d'outils aussi qui sont mis en place. Toutes les personnes qui ont un RAID à domicile qui va leur permettre de télécharger automatiquement leur série que leur cousin d'Amérique leur envoie et ce genre de choses. Tu as tous des outils maintenant qui sont mis en place, qui sont assez faciles à installer. Mais je me rappelle qu'au début, j'avais des flux RSS qui étaient lus à la volée, qui allaient s'ajouter dans un client torrent à la volée, puis qui m'envoyait un SMS quand mon épisode était téléchargé pour que je sache le soir que je pouvais le regarder. Enfin, tu passes un petit peu de temps, tu t'amuses un petit peu avec ce genre de trucs, quoi. Mais il y a beaucoup de choses maintenant dont on ne se rend plus vraiment compte parce que des développeurs les ont mis à disposition de tout le monde. Rien qu'un Raspberry Pi, quand on y pense,
toutes les petits hacks qui ont été faits pour rendre ces systèmes très, très pratiques et très utilisables par tout le monde. Un media center sur un petit Raspberry Pi connecté à un RAID, enfin, tu remplaces n'importe quel système de streaming actuellement avec pas grand-chose en fait. Les miroirs connectés à mettre dans son entrée sur un Raspberry Pi, tu mets la météo, tu mets les informations clés. Ouais. Est-ce que les tiny house, c'est considéré comme du low-tech hack ? Je pense qu'il y a pas mal de low-tech hack dans l'utilisation de l'espace en fait. On peut considérer que l'utilisation de l'espace est complètement hackée et utiliser parfois détourner certains usages. T'as quand même pas mal de ça quand tu regardes la série qu'il y a sur Netflix, quand tu vois l'ingéniosité dont ils font preuve pour détourner certains usages et la façon dont ils inventent des meubles pour rentrer complètement dans leurs besoins. Je pense on peut considérer ça un petit peu comme du hack par moment. Mais même pour moi, le paradis du low-tech hack, hack pour moi, c'est Pinterest. Enfin, genre, moi, alors je pense pas que vous utilisez beaucoup Pinterest. Peut-être que si, peut-être que je me trompe. Moi, je l'utilise beaucoup pour mes trucs de loisirs créatifs et tout ça. Pour la déco, mais genre, toutes les 5 lignes, tu as des mini-vidéos qui sont rechopées, je pense, de YouTube et de chaînes qui font que des compiles de life hack, que ce soit pour de la bouffe, pour de la déco ou justement de l'économie d'espace au sein d'un appart ou d'une maison. Et vraiment, il y a des trucs qui me semblent ridicules quand je les regarde, mais il y a aussi des trucs où forcément je me dis « Ah, c'est malin ça, je ne le réutiliserai jamais, je le ferai sûrement jamais, mais je me dis « Ah, c'est malin ça !» C'est vrai que Pinterest, c'est une bonne source. Pour, je mettrais pas ça dans low-tech, mais pour juste des hacks de vie, oui, carrément. Oui. Moi, le seul hack que je connais, que j'utilise, j'ai été voir sur un site, là, les 100 low-tech hacks les plus brillants de l'univers. Et le seul que j'utilise, c'est quand je cherche des films de mon cousin d'Amérique, sur Google, je mets index off avant le nom du film. Ah oui, classique. In title, index off, machin, et tu récupères les NAS non sécurisés. C'est ça. Et Mais je l'utilisais beaucoup pour les MP3 et tu te retrouvais avec tu rajoutais album, tu rajoutais je sais pas quoi et tu tombais sur des pages avec tous les albums sur des serveurs comme ça non sécurisés. Et le deuxième que j'utilise par rapport à IFTT, moi j'utilise Zapier et je RT automatiquement certains tweets qui commencent à être viraux pour participer à l'effet de groupe. Mais ça me saoulait de scroller Twitter pour les chercher, donc j'ai automatisé ça. Voilà. Souzix, est-ce qu'il hack ? Est-ce que c'est un hacker de la vie ? Est-ce que je suis un hacker de la life ? Pas vraiment. Vous parlez beaucoup de IFTTT, qui sert à pouvoir programmer en fait des actions entre différentes applications. Il y a Flow, qui est intégré à l'univers Microsoft aujourd'hui, qui commence à bien monter et qui s'implémente bien en fait dans le milieu professionnel et que je vois utiliser de plus en plus il est cher. par mes clients. Il est intégré à Office 365 qui est devenu Microsoft 365 maintenant. Non, c'est pas si cher que ça. L'abonnement c'est 10 € par mois je crois. Pour du pro c'est pas excessif. Donc je pense que ça a un avenir. Le problème de IFTTT, c'est qu'aujourd'hui la maison n'est pas suffisamment connectée, à part ton enceinte et tes lumières. Kepra, il a fait changer tous ses volets roulants électriques. Ils sont pas connectés. T'as une télécommande à part. Ah si, ils sont connectés. Ils sont connectés. Ils sont connectés. Somfy. Via un système quoi ? Xiaomi, Somfy. D'accord. Ouais, Somfy, c'est ouvert il n'y a pas longtemps à HomeKit et était déjà ouvert à la version de Google Home de Google. Je crois. C'est relativement ouvert chez Somfy, donc tu peux en faire des trucs. Pour cette histoire de index off, il y a Google Drive aussi qui s'était retrouvé un peu dans la panade et qui indexait sur Google le contenu des drives qui n'était pas
qui n'était pas privé récemment. Donc on pouvait aussi récupérer des films. Le détournement de technologie qui m'a le plus marqué, on en a surtout parlé il y a 2-3 ans, c'était au niveau des radiateurs dans les écoles, il me semble, qui étaient remplacés par des serveurs. Et vu que les serveurs chauffent énormément, ils s'en servaient pour maintenir la température, pour chauffer l'eau, chauffer le bâtiment tout court. Et c'est sûrement le life hack tech le plus intelligent que j'ai trouvé jusqu'à présent. Je trouvais ça très astucieux. J'en ai pas trouvé d'autres qui soient aussi utiles. Après les astuces Ikea de Kepra le bricoleur, le coup du plan de travail, je connaissais déjà. Non mais alors, franchement, le life hack le plus ouf de tout le site Ikea Hacks, c'est le meuble litière pour chat, où on dirait une petite maison faite avec 3 bouts de meubles. Franchement, moi, ça m'a toujours impressionné. Je me suis toujours dit, il faudrait vraiment que je fasse ça, et je l'ai jamais fait évidemment. Mais vraiment, il y a des super bonnes idées sur ce site. Ton chat ne mérite pas une maison, c'est ça que t'es en train de dire? Moi, c'est avec l'un de mes, avec mon canapé, où en fait c'est un canapé avec une méridienne là, et en fait tu peux, ils te disent t'as qu'à en acheter un autre d'occasion, et tu au lieu de lier directement à la méridienne, tu lies à l'autre canapé, et donc tu fais un énorme U en liant les deux parties principales du canapé, et ça te fait un énorme canapé. Bon, je pense qu'il faut avoir un salon de 50 à 60 mètres carrés, mais du coup en effet, en achetant un petit deuxième canapé d'occasion, tu te retrouves avec un truc pour 20 personnes. C'est pas mal. Ou 2 canapés d'occasion. Les 2 canapés d'occasion, mais ce que je veux dire, c'est que si tu en as déjà un et que tu te dis il est trop petit celui-là, tu te retrouves à pouvoir. Mais bon, il faut avoir le salon qui va avec. Certes. Ah, les volets, le salon, on peut pas tout avoir. C'est ça. Si vous en avez tous terminé avec vos exemples de low-tech hack, je vous propose peut-être de passer à la chronique suivante. La chronique de Julien, qui a été préparée très en avance comme d'habitude. Est-ce que tu peux lire le titre? Ouais, le titre. Oui. Il faut voir qui aura la ref. Beau en botte. Est-ce que ça a un rapport avec CSGO? Non, rien à voir, mais en plus il ne faut pas rire. Paix à son âme, il est décédé l'année dernière, sans doute cette année, je ne sais plus. L'année dernière, je crois. C'était un internaute qui entre autres, aimait se mettre en avant sur toutes les plateformes possibles et imaginables, habillé en peu de choses autres que des bottes de femmes, en l'occurrence. Et il pouvait te souhaiter ton anniversaire si tu lui envoyais un message. Voilà. J'ai compris la référence. Quelques minutes en retard. C'est pas grave, c'est Donc, une blague. Remercions tous Julien pour ce jeu de mots. Merci, et laissons-le lire sa chronique. Je te donne le micro. Merci Audrey. Sous-X m'a désigné volontaire d'office pour vous parler des robots dans la finance et plus précisément de ceux en trading haute fréquence. À Skip, je suis l'expert financier de ce podcast, les cordons de la bourse, bref. De tout temps... La minute écho de Julien. De tout temps, dans la finance, on a demandé à des personnes de faire gagner de l'argent à leur employeur, les banques. Ces personnes, on les appelle les traders, un anglicisme toléré au pays du camembert, car un négociateur, ça sonne plus GIGN que CAC 40. Alors en France, l'endroit pour faire des achats et des ventes de marchandises, à Paris, ça a été créé en 1563, mais ce n'est pas la première place boursière qui a existé en France, puisque la plus vieille étant à Lyon, elle a été créée en 1540, dédicace au chroniqueur disparu, Émeric. Le lieu marquant en France pour la bourse, c'est le Palais Brognard, ligne 3, arrêt bourse, et qui maintenant abrite un restaurant et une salle des fêtes, puisque la bourse, ce n'est que des data centers et des gens devant des écrans dans leurs locaux de banque. Pour rappel également, les femmes étaient interdites d'accès aux salles de marché jusqu'en 1967. Il leur fallait une autorisation pour entrer dans le Palais Brognard. Soit seulement une quinzaine d'années avant les robots.
le progressisme, c'est quand même cool. Début des années 80, l'informatique et la mondialisation se développent. Il faut raccorder les bourses mondiales entre elles, ainsi que les établissements financiers. Et petit à petit, on passe du système à la criée, comme on voyait dans les vieux films, où les gens disaient hey, « j'achète ci pour ça, j'achète ci pour ça », à un système automatisé qui ajuste, donc automatiquement, puisqu'il est automatisé, les ordres en fonction des demandes d'achat et de vente. Ça a donné lieu au système cotation assistée en continu, dit le CAC. Et c'est ainsi que le CAC 40 est né. Voilà, vous savez maintenant ce que veut dire CAC. Oh. On garde donc des humains qui passent des ordres, j'achète, je vends, et des machines qui coordonnent les informations pour refléter l'information. Je vous fais gagner 20 ans de votre vie, mais avec les internets, la puissance de calcul, les sources de données multiples et variées et l'avancée en sciences physiques et mathématiques, on se dit ça serait bien de créer des robots qui tradent. Et contre-intuitivement, du moins pour moi, les meilleurs robots ne sont pas les plus intelligents ou les mieux codés, mais ce sont ceux qui ont le meilleur équipement. Alors, on a l'impression que je parle un peu d'un RPG qui s'appellerait Secret of the Jones, mais non, on est bien dans la vie réelle. Il faut crafter, il faut avoir le meilleur équipement. Ces 20 dernières années, les banques se sont battues pour avoir, les connexions les plus rapides, genre, il y a des entreprises qui ont tracé des lignes de fibre optique sur des dizaines de kilomètres droites, mais vraiment la plus droite possible, entre deux data centers pour optimiser le signal dans la méga fibre optique. Et la deuxième chose dont elles avaient besoin, c'est le maximum d'informations pour pouvoir prendre la meilleure décision le plus rapidement. Et cette information, l'avoir le plus rapidement possible aussi. Donc, Kepra, comment on fait pour gagner de l'argent en bourse ? On vend plus cher que ce qu'on a acheté. Hein. Exactement, après commission de l'intermédiaire. Tout à fait. Et le but premier de ces robots, c'est de trouver très vite des demandes pour acheter par exemple 10 000 actions à 10 €, et à côté des offres qui vendent ces mêmes actions à un prix inférieur à 10 €. Par exemple 5 000 actions à 9,85 et 5 000 actions à 9,97. Et bim, le robot il fait tac tac, j'achète, je vends, et il fait un bénéfice instantané. Est-ce que c'est vraiment si simple que ça, les robots traders haute fréquence ? Oui et non. Réponse de Normand, bien sûr. Oui, peut-être que oui, peut-être que non, on le sait bien. Certains ne font que ça. Donc, vraiment, c'est des robots qui cherchent des opportunités à la microseconde près pour pouvoir faire ce bénéfice instantanément. Et puis, il y a ceux qui essayent d'anticiper ce qui va se passer, confère l'épisode sur BlackRock. Voilà. Mais là, aujourd'hui, on va parler de ceux qui font du bénéf. Très rapidement, qui cherchent ces failles. Le problème de ces robots, c'est qu'ils créent des incidents sur les bourses mondiales. Parce que vu qu'ils font des bénéfices très très faibles, il faut qu'ils fassent de la masse pour que ce soit rentable. Donc parce qu'ils cherchent vraiment des écarts de cents ou de dixièmes de cents sur les actions. Donc il faut en vendre des centaines de milliers pour que ce soit rentable. Mais quand le robot il se met à vendre ces centaines de milliers d'actions à un prix qui est totalement hors contexte, le marché il s'affole et il tombe. Et vu qu'en bourse, le principe du mouton suiveur il est encore bien répandu, ça fait ce qu'on appelle des flash crash. Qu'est-ce que c'est des flash crash ? Ce sont des incidents de marché qui font que la cotation vrille en moins d'une heure. Mais quand elle vrille, elle vrille. Un des plus célèbres et un des premiers qui a eu lieu à cause de ces robots de trading haute fréquence, c'était sur le marché américain en 2010, le 6 mai, ça a duré 36 minutes. Donc 2010... on sort à peine de la crise des subprimes et on se rend compte que la Grèce a une dette qui pue la merde parce qu'elle était vachement liée à ces subprimes. Et puis les gens commencent à vendre leurs produits financiers. Et puis il y a des robots qui commencent à péter des câbles. Et la valeur du Dow Jones, donc le Dow Jones c'est l'équivalent du CAC 40 américain, perd 10% de sa valeur en 10 minutes. Je ne sais même pas combien de milliards de dollars ça fait, mais c'est beaucoup. Et en 30 minutes, il reprend 6%. Donc en fait, quand on regarde le graphique de la journée, on voit que ça tombe, mais sans aucune raison, puis ça remonte. C'est ça, un flash crash. Il y a un autre point aussi qui est important de connaître par rapport à ces robots, à ces flash crash, c'est que les banques, elles se battent, pour avoir le robot le plus rapide avec les meilleures données, blablabla, mais 2, elles se battent aussi pour faire en sorte que le robot du voisin, il ne fonctionne pas. Et comment elles font ? Elles font du bruit. Donc depuis le début des années 2010, les banques, elles saturent le marché d'ordres qu'elles n'exécutent pas, mais juste pour faire du bruit et ralentir les systèmes de tout le monde.
C'est magnifique. Le seul risque, c'est que si ton robot, il passe l'ordre, parce qu'en fait, le robot passe l'ordre, l'annule, passe l'ordre, l'annule, passe l'ordre, l'annule. S'il l'annule pas, eh ben, il engage ta banque plus haut que ses capitaux en fonds propres et la banque chute. Et il y a des établissements financiers qui ont chuté à cause de ça. C'est quand même malaud. Des fail crash, on en a eu aussi dans les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, elles sont échangées sur des bourses qui sont indépendantes, elles ne sont pas régulées, elles fonctionnent 24/7 et en plus elles sont beaucoup plus ouvertes aux API pour que le kidam comme nous puisse se connecter et faire son propre robot trader. Si vous tapez, je ne sais plus ce que j'ai tapé, bot finance crypto sur YouTube, il y a des dizaines et des dizaines de tutos qui vous expliquent qu'avec un peu de Python, une API ouverte, c'est parti à la route de la richesse. Sauf que les cryptos, comme je l'ai dit, c'est pas du tout réglementé. Et en 2017, les cryptos ont aussi connu un flash crash. Ça a concerné la deuxième crypto la plus utilisée dans le monde. Quelle est-elle ? Le coin machin là, le truc qu'Emery qui nous a parlé. Non. L'Ethereum. Oui, Kepra. Le 22 juin 2017, le cours est passé de $319 à 10 cents. Ça pique. Avant de remonter aux alentours de $200, quelques minutes après. Ça fait quand même une sacrée baisse. Ça fait une baisse d'à peu près 99,99%. Ça pique, surtout quand c'est toi qui possèdes des Ethereum. La raison, en fait, il y a une personne, un multimillionnaire, qui possédait beaucoup de crypto, puis un jour, il a décidé de passer un ordre pour tout liquider. Et bien en dessous du marché. Il a passé les ordres de vente, je crois, à $200, alors que l'Ethereum donc, était au-dessus de 300. Et du coup, ça a fait plonger, le marché, et deux, les robots, qui se sont mis à vendre. Et on s'est retrouvé avec des offres de vente d'Ethereum à 10 cents, alors qu'elles en valaient beaucoup plus. Et ça peut arriver en crypto, mais ça peut pas arriver sur les bourses plus standards, parce qu'en fait, il y a des pare-feux. Donc à New York, la bourse est suspendue 15 minutes si le Dow Jones chute de 7% par rapport au cours d'ouverture. Et c'est ce qui s'est passé au moins une fois il y a 3 semaines. Et c'était pas arrivé depuis 2008, je crois. Il y a eu deux fois, je crois. Il y a eu dans la crise. Il y a eu un vendredi et un lundi, je crois, ouais. Et je crois que ça arrivait que 2 fois, c'est-à-dire en 2008. Ah non, il y a peut-être eu le lundi noir aussi. Non, ça a été mis en place. Ça n'a pas été mis en place en 2008, justement ? Non, ça a été mis après en place, 2008 je crois, après 29. La crise de 29. Ah. Mais c'est très rare, très très rare. Donc à moins 7%, on arrête 15 minutes. Moins 13%, on arrête encore 15 minutes. Moins 20%, on clôture. On arrête, c'est fini, on reviendra demain. Là, on va aller boire des bières et se saouler avec l'argent qu'on a perdu. À Paris, il n'y a pas de pare-feu sur les valeurs, sur la valeur du CAC. Par contre, il y a des pare-feux sur les valeurs individuelles. Et donc, si un titre, je sais pas, genre Total, perd 10%, il est suspendu quelques minutes. Et toutes les tranches de 10%, on refait ça jusqu'à ce qu'il arrive à moins 80%. Et là, on dit, bon, on va arrêter les dégâts, on arrête. Mais ce genre de pare-feu n'existe pas dans la crypto-monnaie. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les robots de trading à haute fréquence, sur ce qu'est un flash crash. Et vous, la bande de l'école des facs, que pensez-vous de ces robots traders ? Merci beaucoup Julien déjà, parce que à chaque fois que tu nous fais une chronique sur le monde de la finance, j'en apprends un peu plus et j'ai l'impression de pouvoir me transformer en tueuse du bourse game en 5 minutes de chronique. Et si ça t'est utile, ça me fait plaisir. Je me rappelle d'avoir vu un documentaire où c'était justement par rapport aux traders qui avaient leur propre petit robot à domicile, et on les voyait essayer de s'installer le plus proche possible de la bourse pour avoir la connexion internet avec le moins de latence possible entre chez eux et la bourse, pour pouvoir passer en premier sur chacune des transactions. Et les mecs étaient vraiment en train de comparer avec leurs voisins qu'ils voyaient dans le bâtiment en face à travers les fenêtres, certains d'être au plus proche que lui, vérifier sur quel data center ils étaient. Enfin, c'était complètement fou pour essayer de surpasser les. Ah ouais, non, mais t'as tout à fait raison. Hein. Parce qu'au milieu des années 2000, on avait les. Alors, pour prendre la base, pour m'inspirer pour cette chronique, Sous-X m'a envoyé un reportage d'Arte qui est très bien sur ces robots à haute fréquence. Et dans ce documentaire, on voit des gens qui ont créé ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça vient
Donc ça vient des mathématiques, bien sûr, ces algorithmes. Et ça vient des gens qui essayaient de gagner à Vegas contre la banque, notamment au blackjack et à la le truc avec 36, la roulette. À la roulette. La roulette. Et les mecs avaient créé dans les années 70, enfin 70, des micro-ordinateurs qui se mettaient sous les aisselles et qui comptaient ce qui se passe. En fait, ils comptaient la rotation de la vitesse, enfin la vitesse de rotation de la roulette pour pouvoir essayer de voir à peu près où allait atterrir la billet. Enfin bref. Et pour en revenir à ça, dans ce documentaire, dans les années 2000, le taux de rafraîchissement des indices boursiers était de 2 secondes. Et les mecs qui ont réussi à passer de 2 secondes à genre 10 millisecondes, eh ben, ils se sont fait trop de fric parce qu'ils allaient plus vite que tous les autres, puisqu'ils avaient l'information 1,9 secondes plus tôt que tous leurs concurrents. Et maintenant, dans les années 2020, on est vraiment à des microsecondes où chaque mètre compte. Et ce que tu viens de dire dans le documentaire, ils le disent, quoi. Les mecs, ils s'installent au plus près des data centers et des bourses pour pouvoir passer leurs ordres le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que nous, en termes de particuliers qui voudraient se mettre à la bourse, la notion de boursicotage, en fait, c'est absolument impossible de nos jours. Le côté jouer avec la bourse, à se dire tiens, je vais acheter à tel moment et puis je vais revendre pour faire des gains ou je sais pas quoi, c'est totalement irréaliste vu ces mécanismes-là qui détectent tout. Enfin, tu te fais toujours avoir parce que les trucs sont programmés de manière tellement efficace que ça achète au meilleur prix, ça revend, etc. Donc si tu essayes de suivre des tendances, t'es toujours en retard sur tout ce qui se fait et que un particulier lambda, la seule manière qu'il a d'utiliser la bourse, c'est de se dire tiens, je l'utilise sur du 20, 30, 40 ans, je mets l'argent là-dessus. Et en effet, ça, sur 100 ans, on sait que la bourse, même sur des périodes de 15-20 ans, on sait que ça n'a jamais été dans le rouge sur 15-20 ans, donc tu le fais comme ça. Mais les trucs, le day trading, les trucs à très court terme, c'est pour un particulier de nos jours, c'est quasiment ingérable, quoi. Ah ouais, même maintenant, quand j'étais au lycée. Donc notre prof d'éco, il nous avait fait un cours sur un peu les fondamentaux de la bourse, comment ça fonctionnait en gros, vraiment très large pour des étudiants de terminale. Et il nous avait foutu sur un site qui suit le cours de la bourse à un jour au jour le jour, mais un peu décalé de genre 5 minutes ou un truc comme ça. Et on pouvait placer des actions et faire des faux portefeuilles et des trucs comme ça pour un peu se rendre compte de ce que c'était que le marché de la bourse. Ouais. Et d'un jour à l'autre, tu pouvais gagner des sous. Oui, mais tu peux, mais c'est. Ouais, vas-y, Julien. Tu peux, mais c'est. Enfin, autant jouer entre le noir et le rouge à la roulette, quoi. Oui. En fait, d'accord. La seule façon que tu as de battre les robots, c'est faire ce qu'on appelle un délit d'initié. C'est si tu as une information confidentielle qui a une influence sur le cours et qui n'est pas publique. Par exemple, tu travailles chez BNP. Et tu sais et tu travailles sur le rapport de gestion de BNP. Donc le rapport de gestion, c'est le document que doivent produire toutes les entreprises cotées à la bourse. C'est annuel. Et ce document, il dit si tu as fait des bénéfices, comment tu as utilisé ton argent, etc., etc. Si tu as cette information avant que le public l'ait, et que tu sais par exemple que la banque elle a fait pas des bénéfices, mais un résultat catastrophique, tu pourrais vendre toutes tes actions avant que le truc soit public parce que tu sais qu'il va chuter et tu les rachètes juste après. Comme ça, tu as fait un bénéfice puisque, je sais pas, le truc vaut 20, tu le vends à 20, ça chute à 15, tu rachètes à 15, tu as autant d'actions, mais tu as économisé, 25% de ton fric. Et ça, en fait, c'est interdit. Le délit d'initié, tu n'as pas le droit. Donc, normalement, quand tu as accès à une information confidentielle auquel le public n'a pas accès, tu n'as pas le droit d'acheter des titres de cette société. Et c'est vraiment la seule façon. Donc ce truc-là qui existe dans les films, c'est vraiment un truc dans la loi. Oui. C'est pas juste un pitch de scénario de film. Exactement. Non, le délit d'initié, c'est ouf parce que tu vas en prison, quoi, si t'es grillé, grillé pour ça. Mais d'autant plus que si toi tu te réveilles un jour et que tu te mets en bourse et que tu mets, même si c'est des petits montants aux yeux de la bourse, mais si tu mets 20-30 000 euros sur un truc alors que t'as jamais mis d'argent en bourse et que comme par hasard le lendemain il y a un truc qui se passe et que tu réussis à faire une super opération, on va venir toquer à ta porte.
ça va Ouais, être un peu c'est quand louche. même bien surveillé. Enfin, j'imagine, de toute façon, tout ce qui est placement boursier et tout ça, rien qu'au niveau des impôts et tout ça, c'est surveillé beaucoup, je pense, non? Alors, c'est plutôt les banques qui doivent mettre en place des contrôles pour vérifier que tu ne fais pas d'aide d'initié. Et puis, quand tu travailles pour ces établissements financiers, tu as des questionnaires à remplir pour encore plus si cette boîte est cotée aux États-Unis, où là vraiment tu as un questionnaire de 3 pages où tu dois dire bah non en fait je n'ai pas de part dans une société cotée aux États-Unis, je n'ai pas de D'accord. famille proche, etc. Enfin, c'est assez poussé quoi. Mais du coup, pour revenir sur tes petits robots qui jouent avec la bourse, Mhm. c'est pas. Enfin, là, on parlait surtout de robots qui, du coup, cherchaient à des petits centimes près et tout ça. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un type qui a pu vérifier, enfin, avoir des théories à la con sur des montées possibles ou des baisses possibles de courbes de la bourse, qui a programmé un robot qui suit ces analyses-là et qui a du coup trouvé un truc, une faille dans le système pour gagner plein de sous, des choses comme ça, en Ouais. dehors de ce système de vraiment à quelques centimes près. Il s'appelle BlackRock et ça s'appelle Aladdin. Ah oui. Et Aladdin, il fait ça en fait. Aladdin, comment dire, il anticipe les tendances et maintenant, comme on disait dans la chronique précédente, il les crée les tendances quoi. Il crée le futur. Puisque les gouvernements viennent lui demander ce qui se passe. Donc du coup, il dit ce qui va se passer et ça se réalise. Mais lui, il le sait déjà. Voilà. Il y a un Simon truc- sous X. Oui, j'ai une question. Au début du reportage, ils disent que c'est un monde qui est ultra sécurisé. Donc ça, éventuellement, je peux comprendre, mais c'est aussi un monde très très secret. Et j'ai pas pigé pourquoi. Vu que tout le monde aujourd'hui qui a du fric a plus ou moins la puissance financière pour acheter de la puissance de calcul. Donc j'ai pas compris en quoi ça pouvait être dérangeant. Bah, Que je ce pense soit divulgué publiquement, parce que c'est un truc, enfin moi je trouvais le reportage intéressant parce que c'est globalement quelque chose qu'on peut imaginer, que la technologie a aidé la bourse à boursicoter encore plus, mais pas qu'on en arrive à avoir plus ou moins presque 2 marchés séparés, un marché uniquement dominé par les robots et un autre marché où tu fais fonctionner ta tête. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus d'ordres passés par les robots que d'ordres passés par des humains sur le marché financier. On est incapable bien de sûr. dire combien, parce que c'est très opaque, et les banques ne disent pas, je sais pas, sur 1000 ordres que je viens de passer, 600 viennent de robots et puis 400 viennent de traders. Hein. On n'en sait strictement rien. Je pense que c'est secret pour 2 raisons. Un, les banques payent très cher des scientifiques, aussi bien des physiciens que des mathématiciens pour créer ces algos. Et je parle bien de physiciens parce que le reportage l'explique très bien. Il faut faire du traitement du signal. Et le traitement du signal, c'est de la physique. Donc ils ont besoin d'avoir des pointures pour gagner ces microsecondes qui feront la diff. Donc il y a pour moi, je pense, un secret industriel par rapport à comment ils ont optimisé leur architecture technique et leur architecture logicielle pour pouvoir réaliser ça. Et la deuxième chose, c'est que je pense que l'algo, enfin les scripts qu'ils utilisent, ils les orientent en fonction de leur stratégie qu'ils veulent avoir sur les marchés, leur appétit au risque. Et selon les banques, elles ne vont pas toutes acheter le même type d'action ou s'autoriser le même type de gap, etc. Donc il y a un peu d'intelligence économique, je pense, dans ces scripts ou ces algos ou ces robots, quoi, qui fait que c'est effectivement très secret. Et à mon avis, le dernier point, c'est que les gens capables de créer ces robots sont pas nombreux. Enfin, tu peux prendre un truc random, un script Python libre de droit pour faire ton truc dans ton coin, quoi. Mais quand tu engages des millions d'euros ou de dollars par jour, tu prends pas un truc libre de droit, tu fais un truc sur mesure. Et des gens qui sont des mathématiciens et des physiciens qui sont capables de créer ces choses-là, à mon avis, c'est assez rare. Ok. Alors, j'ai une question encore, qui va peut-être paraître bête, mais si les robots sont à ce point rapides et à ce point capables de faire gagner ou perdre des sous et tout ça, pourquoi il y a encore des traders humains ? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a encore des traders humains parce que il y en a qui pensent
avoir de l'intuition en fait dans les équipes qu'on appelle les équipes de marché. Donc les traders, les assistants qui passent les ordres, les dev commandos qui sont des informaticiens qui sont dédiés aux traders et qui leur fabriquent des scripts pour pouvoir aller très vite dans leur exécution de leurs trucs, et les analystes financiers qui épluchent tout un tas de documentation pour essayer de prévoir ce qui va se passer. Toutes ces personnes-là, elles font de l'investissement, là je montre mon nez à la caméra, mais à ce qu'on appelle à dire d'expert. C'est-à-dire que, si je reprends l'exemple de la BNP qui va fournir son rapport de gestion, au vu des annonces qu'a faites la BNP sur les 12 précédents mois, plus les annonces du gouvernement français, parce que la BNP est une société française, même si c'est un groupe international, il y a de grandes chances que les lois du gouvernement, les annonces du gouvernement français, le fait que le PIB progresse ou pas, qu'on soit en récession ou pas, que le taux de chômage, il y a tout un tas de facteurs liés à la nation plus à l'entreprise en elle-même qui font que ces équipes-là pensent que le cours il va monter ou descendre. Et en fonction de ce qu'ils pensent, ils prennent des positions pour essayer de gagner de l'argent par rapport à ça. Parce que, alors, je ne suis pas rentré dans le détail des marchés financiers, mais le truc le plus simple à acheter, c'est une action. Tu achètes une part de la société. Mais après, il y a les options, il y a les produits structurés. Il y a tout un tas de trucs ultra compliqués qui font que tu peux investir sur tout et n'importe quoi. Et en fait, vu que les produits structurés, qui, si je dis pas une connerie, sont une invention française, ou du moins c'est un truc où la France excelle, la Société Générale, les BNP sont excellents dans les produits structurés. Donc c'est des produits qui sont tellement structurés que personne ne les comprend, mais ça fait gagner de l'argent. Voilà. Puis on peut aussi se dire que tous ces robots pour l'automatisation, ils ne sont pas au courant quand Apple fait une nouvelle keynote pour parler d'un nouvel iPhone, ils ne sont pas au courant de tous ces effets d'annonce qui peuvent se passer et sur lesquels tu peux anticiper des pertes et des gains non plus. Tu peux pas savoir qu'il y a un nuage de sauterelles qui est en train de dévaster des récoltes en Afrique. Tu peux pas savoir que... tout ce genre de choses, tous ces robots, ils ne peuvent pas les connaître, ils ne réagissent qu'à des micro-variations, donc ils peuvent pas anticiper comme un être humain qui analyse ce qui se passe, quoi. Oui, je pense que c'est toute la différence, c'est que les robots, ceux-là en tout cas, pas ceux comme Aladdin pour BlackRock, mais ceux-là sont vraiment uniquement sur du purement factuel à la seconde de voilà comment est l'état des achats et des ventes. Ils tiennent pas du tout compte du potentiel à 3 mois, 6 mois, 1 an, parce que les traders, même s'ils vont pas que faire des trucs sur du long terme, ils tiennent quand même compte de là j'achète maintenant pour a priori ça va être bon d'après les annonces qui sont faites, même si le prochain trimestre ce sera pas bien, je revendrai avant que ça soit pourri, donc ils tiennent compte de facteurs contextuels un peu plus importants. Parce qu'ici c'est même plus une question de capacité, de vitesse, c'est juste qu'ils se battent pas sur les mêmes choses, quoi. Non. Et l'avantage de ces robots par contre c'est qu'ils gagnent tout le temps. C'est ça. Est-ce qu'ils gagnent tout le temps? Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'une transaction plus rapide d'un autre robot fasse évoluer très rapidement et que finalement tu te retrouves à perdre entre le temps où tu as acheté et revendu? Et que c'est pas pour ça qu'ils sont obligés d'avoir ces lignes hyper rapides pour éviter ce genre d'effet de bord? Alors, si ça peut arriver, mais de ce que disaient les fondateurs de cette technologie, c'est qu'ils sont toujours gagnants à 55-60%. Enfin, ils sont toujours gagnants à plus de 50%. Ce qui fait qu'ils gagnent plus qu'ils ne perdent. Donc ils sont vraiment toujours gagnants. Ouais, statistiquement, ils sont gagnants, ouais, d'accord. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Moi, j'ai plus envie de jouer à la bourse, du coup. Non, là, on peut attendre. Oui, là, je pense que c'est assez... on a fait un épisode à un bon moment, le Alors, précédent. Le dernier truc, c'est que les robots sont le plus performants dans les périodes de crise. Puisque c'est là où il y a le plus de volatilité. Exactement. Ouais. Donc la volatilité, c'est l'incertitude qu'il y a entre le prix d'une action, donc son cours le plus haut, son cours le plus bas. Quand c'est une journée avant Covid-19, ça a évolué de 1% ou 2%, sauf annonce extrême. Mais alors là, avec les variations à plus 10, plus 20%, les robots, ils sont trop heureux. Parce qu'il y a trop à manger. Donc il n'y a pas que des malheureux dans cette période. Les robots sont contents. Les robots sont contents. Et ceux qui les font tourner surtout. Skynet est content.
Eh ben écoutez, merci beaucoup Simon et Julien pour vos chroniques respectives. Moi j'ai appris plein de choses encore pour changer. J'espère que vous aussi les auditeurs vous avez appris plein de choses. Alors Julien, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on retrouve l'école des facs ? Alors, on retrouve l'école des facs sur les réseaux type sociaux. On a un Facebook, un Twitter et un Instagram. C'est école des facs, si je dis pas de bêtises. Sous X acquiesce, il est en train de boire, le pauvre. Je l'ai pris Oui, c'est bien au mauvais moment, mais c'est école des facs. On nous retrouve sur le site du label Podcut, podcut.studio, avec 22 autres podcasts de qualité. Et on a un Patreon, si vous voulez nous aider à développer ce label et cette émission. Si vous voulez payer la rançon de Cosmoflash, de Flashty, de François Courtis et maintenant d'Emeric. Et de Emeric et Grumly. Et de Grumly, effectivement. Patreon.com/podcut. N'hésitez pas à nous donner quelques piécettes contre moult récompenses de type mail et de type stickers. Et avant-première, et plein d'autres choses à découvrir. Oui. Je tiens à vous rassurer, Emeric et Grumly seront punis pour leur absence ce soir. On verra ce qu'on leur fera au prochain enregistrement d'épisode, mais personne n'est content de leur absence. Y aura-t-il une vidéo de la punition sur le Patreon ? Ça dépend de la punition. Je ne veux pas me lancer dans trop de spécificités. Kepra, tu t'en chargeras. Merci auditeurs, auditrices. À bientôt pour un nouvel épisode de l'école des facs. Salut. Merci, au revoir. Merci beaucoup.